Beshem Hashem, Narasiv Nasliach, Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan. On est parachat Turuma. On a commencé Chodesh Adar. Et on va Bezrat Hashem regarder les lettres. Kouf Ain Gimel, qu'on avait déjà commencé l'année dernière, il y a 2 ans. Et Shin Aleph, donc 301 et 160. Alors là, on a du contexte à brosser. On va voir juste une pépite de contexte sur la lettre 301 à propos du contexte de Rabbi Nathan. C'était en 1840, 5600. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en 5600 de notre calendrier? On commence un nouveau siècle. Alors nous, on est en 5786 et on parle encore 14 ans et on commence un nouveau siècle. À l'époque, c'est une citation du Sefer Siyar Sarfei Kodesh, qui est, on va dire, un recueil de Torah, de transmission orale de chez Breslev, qui a été rassemblé au milieu du XXe siècle. Alors, on raconte qu'un chassid, Breslev, qui n'était pas assez posé probablement, manquait d'Yeshuva Da'at. Il croyait que c'est bon, c'est Mashiach, il allait venir cette année parce que c'était l'année 5600. Alors certainement, il savait ce que Rabbeinu dit sur le fait de faire des présages, que Rabbeinu dit, quand quelqu'un il dit cette année Mashiach va venir, ou dans telle année, dans 20 ans Mashiach va venir, alors Rabbeinu il dit Shmet, Hachem il fait que l'année elle va venir, et Shmet elle va pas, ce ne sera pas la venue du Mashiach, exprès. Alors, probablement que le chassidique, il se disait, c'est juste un moment très favorable, mais Hachem il décidera. Rabbi Nathan, quand il a entendu ce que ce chassid présageait, il disait non, c'est un faux présage. Alors ce chassid a maudit Rabbi Nathan, parce que probablement qu'il avait mis trop d'espoir dedans, dans cette année 5600. Comme si le passage d'un nouveau siècle, c'était forcément le passage de quelque chose. Oui, c'est le passage de quelque chose, mais avant tout, ça doit dégainer, déclencher quelque chose chez nous. C'est ça que dit Rabbi Nathan. Par la suite, ce chassid a fait tchouva, il a demandé Mechila, il a retiré ce qu'il a dit. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que nous, on en retire. Plutôt que des souhaits vides, des attentes passives, Rabbi Nathan, il suit le conseil de Rabbeinu. Quoi qu'il arrive, si on me dit que Mashiach vient dans 5 minutes, parce que j'ai quoi à faire pendant 5 minutes? Me renforcer Emouna. Me renforcer, diffuser la Emouna en Hachem, diffuser les enseignements de nos rabbanim. Et justement, à ce moment-là, en 1840, déjà depuis 1834, si je me souviens bien, les lumières de la réforme du judaïsme avaient réussi à faire passer une loi qui visait la censure des livres explicites du Zohar, de toute la Kabbalah, des enseignements du Admour HaZaken de Chabad, Rav Shneor Zalman de Liadi, et les livres de Rabbi Nachman, entre autres. Sous l'excuse que ces livres amenaient à la dépression. Par ailleurs, les Lumières, bien sûr, faisaient un lobby pour la liberté d'expression. Aller chercher l'erreur. Donc Rabbi Nathan, il a compris qu'il ne peut pas imprimer les livres de Rabbeinu en Ukraine, qui était sous domination russe. Il fallait qu'il passe à l'ouest. Il fallait qu'il traverse la frontière vers l'Autriche. À l'époque, l'Autriche avait encore un empire assez large, et la ville de Brod et de Lvov, aujourd'hui on voyait sur une carte, c'est Lviv, ou encore avant ça s'appelait Lemberg. À l'époque, il y avait la fameuse foire de Lemberg.
ces villes étaient sous domination autrichienne. Et là-bas, les Lumières faisaient rage aussi, massacraient le judaïsme depuis longtemps, mais la censure n'avait pas cours. Donc c'était ça la mission de Rabbi Nathan. Si Mashiach arrive, imprimons. Alors, on va faire pas dans l'ordre chronologique, on va commencer par la lettre numéro 301, Bezrat Hashem. Aussi parce que, comme on est au mois d'Adar, on approche de Purim, alors on a besoin de se remettre les pendules à l'heure à propos d'un sujet essentiel. Amalek. Amalek, c'est le doute. Les doutes qu'un juif peut rencontrer dans sa vie. Qu'est-ce qu'un juif rencontre dans sa vie principalement? Est-ce qu'il va pouvoir avancer dans la vie? Est-ce qu'il va pouvoir surmonter ses épreuves? Alors il dit Rabbi Nathan, à mon fils, Rav Shalom Le'avi Bini Chavivi, Arabani, Moreno Avaitrak. Et à toute sa maisonnée. Shalom Veyesharav. Donc, on remet le contexte. Pardon, cette lettre, elle a été écrite une veille de Rosh Chodesh Adar. Donc, Rabbi Nathan, il dit, tu m'as fait savoir que tu as entendu parler de la lettre, la réponse de la ville de Lvov. Qu'est-ce qui se passait à Lvov? Rabbi Nathan ne le dit pas dans sa lettre, parce que la censure traquait les activités de diffusion de Rabbi Nathan. Et donc, Rabbi Nathan, il se gardait bien de faire trop de commentaires explicites au sujet de ses activités par-delà la frontière avec l'Autriche, parce que c'était assez clair que son activité, c'était d'imprimer des livres qui étaient censurés dans le pays où il résidait. Et de pouvoir ensuite les faire revenir en contrebande dans le territoire russe. Et d'ailleurs, comment il l'appelle? Parce qu'il faut bien qu'ils échangent, qu'ils s'organisent. Quand il a un de ses élèves qui va amener du papier, de l'encre chez l'imprimeur, parce qu'il n'y en avait pas, alors il a acheté lui-même ailleurs. Quand Rabbi Nachman de Tulchin revient avec les livres déjà imprimés, il fallait qu'il le fasse savoir à toutes les Kehilot Breslev de par l'Ukraine, mais sans le dire. Comment il disait? Alors là, il dit Shenizke ligmor chefse shamaim, que nous méritions de conclure les affaires du ciel. Ailleurs, Rabbi Nathan, il appelle la marchandise. C'est bon. Rabbi Nachman de Tulchin a reçu la cam. Il a reçu la marchandise. Il a reçu les paquets. Il ne faut jamais qu'il dise il a reçu les livres. Sinon, il va se faire pincer. Sauf que Rabbi Nathan, il considère que, bien sûr, c'est réellement Chefse Shamayim. Ils ne sont pas en train de diffuser des marchandises matérielles. Ils sont en train de diffuser, Baruch Hashem, de l'Eirat Shamayim. Ulai nizke lishpoch libenu kamaim nochach pene Hashem. Donc, on va sauter dans un point suivant. Rabbi Nathan, tu as préparé la musique que je t'ai envoyée? Je t'ai envoyé une musique pour ce soir. Si tu peux la trouver. Ouais, oui. Rabbi Nathan était extrêmement taroud. Il faut se souvenir, c'est l'hiver ukrainien. Ouais. Tu sors pas dehors avec une paire de gants, merci, et une écharpe. Si t'as pas le chapeau en fourrure qui couvre les oreilles, il n'y a plus d'oreilles avant de rentrer à la maison. Par moins 30, c'est assez clair. Donc, Rabbi Nathan, il était taroud. Aussi, Erev Rosh Chodesh, Rabbi Nathan avait une avoda particulière. Là, il écrit cette lettre à Ouman. Pourquoi? Rabbi Nathan, il revenait tous les Rosh Chodesh à Ouman pour faire le Tikkun Klali sur la tombe de Rabbeinu à Rosh Chodesh.
Et donc, pour Rabbi Nathan, c'est machou, c'est un rendez-vous très important d'aller dire le Tikkun HaKlali à Rosh Chodesh. Et là, il trépigne de préparation parce qu'il est la veille de Rosh Chodesh. Et malgré qu'il soit donc occupé en préparatif, il dit Shenizke me'ata leitkarev elav yitbarach be'emet. Et c'est là que j'ai besoin de la musique que je t'ai envoyée. Que nous méritions dès maintenant de nous rapprocher d'Hachem, béni soit-il, véritablement. Alors c'est quoi cette musique? Côté gauche. Je vous recommande d'intégrer un groupe WhatsApp qui balance des musiques juives cachères tous les jours, 2-3 morceaux, ça fait du bien. Toda Hashem, Idbarach. Merci Hashem que tu m'as fait connaître Hashem, que tu m'as fait connaître Rabbeinu. Et la suite de la chanson, c'est l'inverse. Merci Rabbeinu que tu m'as fait connaître Hashem. Alors on va la garder en musique de fond, juste le temps d'expliquer la notion. Donc il y a bien sûr, Baruch Hashem, la marloquette contre Breslev, elle s'est jamais éteinte, heureusement, parce que quand tu te tournes vers quelque chose de précieux, le fait qu'il y ait des gens qui s'attaquent à ce précieux, comme dit Greg Gollum, ça veut dire que tu t'attaques à quelque chose de vrai. L'attaque trop souvent répétée, c'est que les Breslev, ils confondent Hachem et Rabbeinu. Et donc dans cette chanson, on dit, mais non, Hachem, il me rapproche de Rabbeinu, Rabbeinu, il me rapproche d'Hachem. On a besoin de Rabbanim pour nous rapprocher d'Hachem. Et ces Rabbanim eux-mêmes, ils sont inapprochables, entre guillemets. Ils ont un niveau spirituel, et ils ont des enseignements de Torah qui sont d'un niveau spirituel, qui sont hors d'atteinte. D'accord? Avant que le Baal Shem Tov il arrive, il y avait un gouffre entre les enseignements de Torah et le peuple juif. Tu voulais faire une Gemara, un Tosfot, si tu n'étais pas un fils de rabbin, c'était même pas la peine. Tu pouvais ouvrir la Gemara, mais tu étais largué. Tu pouvais rentrer dans le Beth Midrash, les gens ils allaient se moquer de toi. Rien que tu mettais les pieds dans le Beth Midrash. Quoi? T'as pas fait 15 ans d'Yeshiva? Ressors, c'est pas la peine. Tu viens pour le minyan? C'est la porte en face. Ici, c'est les gens qui savent faire un Tosfot. Tu pries pour comprendre ce que Rabbeinu veut que tu comprennes dans le Likutei Moharan, dans le Sefer Hamidot, dans ce que tu es en train d'apprendre. Et quand tu étudies, ça sert à te rapprocher d'Hachem. C'est pas des vases communicants, c'est un cercle pas vicieux, c'est un cercle bénéfique. Donc tu vas de l'un à l'autre, Ça s'arrête jamais de grandir en positif. Merci. Donc la critique, elle est bien sûr pas justifiée, parce que on est constamment en train de chercher à se rapprocher d'Hachem et de Rabbeinu. Ce n'est pas l'un pour remplacer l'autre. Umimela, yitaken hakol, vel'Hashem hayeshua. Et maintenant le ridouche qui est difficile à avaler, c'est que quand, grâce aux enseignements de Torah, tu vas te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu vas tout réparer. Et c'est là que c'est dur à entendre, parce que Amalek, il veut que tu crois que non, tu peux pas tout réparer. Non, en étudiant la Torah, en priant pour faire tchouva, non, tu vas réparer un peu, mais de toute façon, il y a une partie de ta vie qui est fichue. C'est ça que Amalek veut nous vendre. Et l'enjeu du juif, l'épreuve du juif, c'est de croire qu'il peut tout réparer. C'est pour ça qu'on lit Parashat Zachor. Une des notions qu'on va lire dans Parashat Zachor. Asher kar chabaderer. Il t'a refroidi en chemin. Ça veut dire que tu es en chemin vers ta Géoula, vers ton tikkun. Et lui, il t'a dit non, arrête, c'est pour les bisounours. Tout réparer dans ta vie. Non, tu peux pas. Ok. Ça, c'est mamash, le mensonge de Amalek. Et comme on l'a dit au début, avant que tu arrives, le tikkun, une des armes, une des guerres contre Amalek, c'est de diffuser.
Alors, tu peux diffuser comment? À l'époque, Rabbi Nathan, quand il est dans ses derniers instants de vie, il a dit Tafitsu, Titfesu. Imprimer. Il a dû le dire en yiddish. Imprimer des livres. Israël Dovodesser aussi, ça. Il a dit ne lésinez pas en effort, en argent, pour diffuser, pour imprimer des livres. Aujourd'hui, tu fais une capture d'écran, clic, tu la balances en statut, en story, tu l'envoies à quelqu'un, tu as diffusé. Tu vas étudier avec quelqu'un une page d'un livre, tu prépares le livre en avance, tu as le livre chez toi, tu es en pyjama, tu lis la page que tu vas étudier avec ton travers de main, et tu dis « Oh, c'est trop beau cette phrase, attends, il faut que je lui envoie !» Tu vas déjà, de toute façon, tu vas étudier avec lui demain. Mais c'est pas pareil. Là, il y a quelque chose qui t'a percuté, toi, maintenant. Tu lui envoies la capture d'écran, maintenant. Et demain, vous ne serez pas les mêmes en train d'ouvrir le livre. Parce que vous serez déjà parfumé avec ce livre. On avance. Rav Posen chez Yechie, il répétait souvent une notion en Shalom Bayit. Il ne faut pas qu'il y ait une khatitsa entre le mari et l'épouse. Il me disait ça en tant que mari, il me disait fais attention qu'il n'y ait pas de khatitsa. C'est à toi de faire attention qu'il n'y ait pas de khatitsa. Il me disait ça parce que, bien sûr, c'est le rôle de la femme de faire attention à la khatitsa avant qu'elle ait eu mikvé. Faut pas qu'elle ait des saletés dans les cheveux, du vernis à moitié caillé sur les ongles, c'est khatitsa. Faut pas qu'elle ait des morceaux de challah crus sous les ongles, ça fait khatitsa. Ouais. Mais lui, il me disait non, il y a un autre travail, c'est que le mari doit faire attention qu'il n'y ait pas de khatitsa dans son shalom bayit. Quand il rentre à la maison, s'il est préoccupé, ah là là, j'ai une facture à payer demain, ok, mais nous là, tu as une mitzvah à faire tout de suite, shalom bayit. La facture à payer demain, elle fait khatitsa entre toi et ton shalom bayit. Alors, Amalek, il fait khatitsa entre Hachem et nous, Barminan. C'est quoi ce que j'ai noté? Oui. L'Hachem et Yeshua qui chasde Hachem, l'otamnu. Les bontés d'Hachem ne sont jamais taries. Hachem, il a toujours du chesed, des solutions à donner. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On croit que, bon, Hachem, comme une fois j'ai entendu un fameux plaidoyer chez les chrétiens. Ouais. Mais Mamash, c'est pas juif. C'est quoi? C'était vrai ou c'est faux? C'est vrai que ce prêtre, il prie comme ça. Il dit, mon Dieu, donne-moi des problèmes, donne-moi des souffrances, donne-moi des pleurs, parce que du bien et du pardon et du confort, on t'en demande toute la journée. Donc certainement que t'en as plus à donner. Donc maintenant qu'on t'a vidé tes stocks, je prends ce qui reste. C'est une insulte. C'est une insulte à Hachem. Maintenant, nous, Baruch Hashem, on essaye de se nourrir en Emouna Amitit, authentique. Mais on est tous concernés, de près ou de loin, par ce genre de mensonge, dans notre Emouna. Sinon, on n'aurait pas besoin de lire Parashat Zachor. Alors on la lit parce que c'est un chok de la Torah. On est tous infectés, de près ou de loin, par ce mensonge qui, dans la bouche de ce prêtre, pour un juif, Baruch Hashem, c'est grossier comme mensonge, comme faute dans la Emouna. Mais on est tous mouillés, éclaboussés. On a tous besoin de dire, comme le Minhag Breslev, 40 jours avant Purim, Hatzilini miklipat Haman Amalek, zakeni lekdushat Mordechai ve'Esther. Sauve-moi de Amalek. Et pourquoi? C'est quoi Amalek? C'est ça. C'est croire que peut-être Hachem, il a épuisé son stock de chesed.
La preuve qu'on y croit, un petit peu malheureusement, c'est que on n'est pas en train de crier vers Hachem, sauve-moi Hachem. Non, on croit qu'il faut le mériter. Non, il n'y a pas besoin de mériter. Ok. Hachem, il donne à celui qui demande. Asher ikraohu be'emet. Pas Asher miché zoreu be'emet. Pas celui qui mérite, celui qui appelle véritablement. ומאהבתך הגדולה הוכרחתי עצמי לכתוב לך שורותיים אלו. Alors, Rabbi Natan dit bon, je t'ai écrit qu'une demi-page, quelques lignes. ועוד חזון למועד, אם ירצה השם להרחיב הדיבור של אמת. Et on se verra en temps voulu. Et là, on pourra les archives dibour chez les maîtres. Alors, sans couper les cheveux en quatre, il me semble que les archives dibour chez les maîtres, ça veut tout simplement dire que là, Rabbi Natan, il veut donner du grain à moudre à son fils de la Torah, de Rabbeinu. Mais il n'a pas le temps. Alors, il dit, on se verra, on en parlera. C'est-à-dire que Rabbi Natan, il considère toujours, et il veut que les gens le voient comme ça, son fils comprenne que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on se voit et qu'on parle de Torah, on est en train de prendre le Hémet, les paroles de Hémet, et on est en train de les étaler comme une pâte que tu pétris, que tu étales. Tu fais une pâte à pizza, tu l'étales, tu la travailles. Quand on est en train, là maintenant, d'étudier Rabbeinu, c'est comme si tu prends une pâte à pain, une pâte de Hémet, et tu la travailles, tu l'étales, tu l'élargis. Pour l'instant, c'est dans le livre, et là, quand on est en train de passer à l'oral, on est en train de l'élargir. Pour que ce soit plus digeste, plus agréable au palais. On est occupé à ça. Comme quand un boulanger, un pizzaiolo, il travaille sa pâte. Quand on étudie Rabbeinu, ou la Torah en général, on travaille le Hémet qu'on essaye de rendre agréable à la consommation par le juif. Par moi-même, que je suis en train d'étudier. Bezrat Hashem, on aura encore beaucoup à dire quand on reviendra sur cette lettre, Bishara Tova. On va croquer dans la lettre numéro Kouf, Aïn Gimel 173, qu'on avait déjà fait il y a quelques temps. Aussi écrite à Parashat Tourma, aussi écrite à Ouman, par Rabbi Natan, et aussi envoyée à son fils, Yitzhak, Rav Yitzhak. Donc on reprend un peu plus loin de ce qu'on avait dit la dernière fois. Rabbi Natan, il s'inscrit toujours dans la droite ligne de Rabbeinu. Le but de Rabbeinu, comme on dit la chanson, c'est que chaque personne qui étudie Rabbeinu, c'est qu'il devienne tzaddik, kamoni, mamash. Un juste, comme Rabbi Nachman, véritablement comme lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une Torah, une transmission orale chez Breslev, ça veut dire que tu arriveras au Olam Haba en n'ayant aucune odeur de Olam Hazé. Ça veut dire quoi, aucune odeur? Rabbi Natan, il parle de ça dans l'Écouté Halachot sur les tefilin, le fait que les tefilin, on tanne la peau avant d'en faire des tefilin. Et sur cet exemple-là, du tannage de la peau pour les tefilin et les parchemins, on dit un juif, quand il étudie la Torah, quand il prie, quand il fait des téhilim, quand il fait une mitzvah, il faut qu'il sache qu'il est en train de tanner son corps. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus aucune odeur de tannage. Plus tu avances dans le tannage, moins il y a l'odeur de cuir. Quand tu rentres dans une maroquinerie, tu sens l'odeur du cuir, c'est que le tannage, il n'est pas arrivé à 100%. Tu prends des tefilin et tu vois que l'odeur du cuir, elle a disparu. C'est ça le stade de tannage avancé. Il y avait j'ai oublié les noms. Il y avait un chassid Breslev qui arrivait au Olam Haba et il est retourné voir un ami à lui pour lui expliquer comment ça s'est passé, son passage dans le Olam Haba.
On n'a pas le droit de dire ce qui se passe dans le là-bas, parce que ce serait incompréhensible pour nous. Mais le passage, on peut parfois comprendre. Alors, il dit, j'arrive dans le là-bas, et je veux aller à la yeshiva de Rabbeinu. Et il y a un gardien à l'entrée, je sais pas qui regarde et qui dit, écoute, tu es sur la liste. Oh, mon régime. Bah, je peux rentrer? Bah, comme je te vois là, non. C'est quoi le problème? Si je suis sur la liste, c'est que c'est Rabbeinu, il est d'accord. Alors, oui, mais oh, tu sens trop mauvais. Qu'est-ce que je sens? Tu sens Olamazé, tu sens le monde matériel. Va faire un tour dans le mikvé. Le mikvé? Oui, Nahar Dinor. Tu sais ce que c'est? Le fleuve de feu? Il y a un fleuve de feu dans le Gan Eden qui... Non, c'est pas de la harissa, c'est pire. C'est une rivière où, même quand tu prends la harissa harish, que tu la bois comme si c'était du petit lait, ça c'est léger. Et c'est pas que tu le bois, c'est tu plonges dedans. C'est du feu. Dans le Gan Eden. Alors, il plonge dans le fleuve de feu. Il revient voir le gardien de l'entrée de la yeshiva de Rabbi Nachman. Il dit, c'est bon? Je me suis bien nettoyé? Ah, ça va mieux. Tu sens meilleur. Je peux entrer? Va faire un deuxième tour. Mais ça fait mal. Oui, mais ce sera propre. Bon, alors maintenant, il faut se rappeler le principe général. Dans ce monde-ci, c'est toujours plus facile et ça coûte moins cher, c'est plus efficace que dans le monde futur. Donc tu fais un Teilim ici, ça te nettoie beaucoup plus que quand tu vas faire trempette dans le Nahar Dinor, le fleuve de feu, dans le Olamazé avant d'aller au Gan Eden. Sur ces entrefaites, Utrichim lekboa torato v'sichotav hakadoshim belev kol kach ad asher afilu achar 100 shanim ksheyagia ha'et liknos bakever. Il faut que tu fixes les sirotes, les discussions, les conversations, les enseignements du côté Moran de Rabbeinu dans ton cœur. Fixe-les au point où, après 100 ans de vie sur Terre, c'est-à-dire quand tu étudies aujourd'hui, toi, un petit jeune de 17 ans, dans 100 ans, quand tu auras 117, et que tu seras prêt à entrer dans la tombe, jusqu'à 120 et plus, alors tu seras prêt à entrer dans la tombe. Gam Sham yechaye et atzmo b'dibura v'akdoshim. Même à l'âge de 117 ans, une Torah que tu as étudiée à l'âge de 17, elle va te donner de la vie et tu pourras danser. Et je te dis, pour travailler en gériatrie, quand tu vois un monsieur de 117 ans qui danse, tu lui demandes qu'est-ce qu'il a pris au petit-déj. Comment vous faites pour danser, monsieur? S'il te dit, parce que quand j'avais 17 ans, j'ai étudié un passage du Likutei Moharan qui me fait danser aujourd'hui, tu sais qu'il a bien étudié. Rabbi Nathan, il dit, mon fils, je veux que tu étudies comme ça. Pourquoi? Parce que si tu dis comme ça, quand tu passeras de l'autre côté, on ne te demandera pas de rentrer dans le Nahar Dinor. Tu seras prêt. Tu n'auras plus d'odeur de Olamazé. Quelqu'un qui est capable de danser, de se réjouir, d'être excité parce qu'il a étudié une Mishnah, un Teilim, une Paracha, un Likutei Moharan, et qu'il est capable de s'exciter, de danser, d'être joyeux 100 ans plus tard, il s'est parfumé de Torah. Et ça le tanne, ça enlève l'odeur du monde matériel. Alors, on revient sur la lettre qu'on a vue précédemment, la 301. Il dit Rabbi Nathan, nous, on n'est pas venus pour faire un masa ou matan, pour faire un commerce de marchandises du Olamazé, des marchandises matérielles. On est venu, les Arviach, dans des noms de villes, dans Hadès ou Brod, tu pourrais dire Barbès ou le marché aux puces. Non, nous, notre business, notre ESSEC, c'est quoi? Notre ESSEC, c'est Bishvil Tachlit Anitzri Kaasher Hashem Yodea Levavenu.
c'est pour échanger de la marchandise qui branche un juif sur sa finalité. Comme Hachem, il sait qu'on a dans notre cœur, c'est ça qu'on a dans notre cœur quand on est attaché à Rabbi Nachman. Ou Teila Lael, Erchéou. Quoi qu'il arrive, on aura ça dans notre cœur. Quelles que soient les épreuves qu'un juif y traverse, Rabbi Nachman lui apprend à garder dans son cœur un but. Tachlit Anitzri. C'est quoi ta finalité? Tu as fait une mitzvah ou tu l'as pas faite? Tu veux la faire? C'est ça qui compte. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner de la faire. Au contraire. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, le fait que tu veuilles la faire, que tu as fixé ton objectif, tu as gagné. Ensuite, il faut donner du contexte à ce mot-là de Rabbi Nathan. Est-ce que tu as mangé récemment ou pas encore? Parce que ce que je vais te dire, ça peut te couper l'appétit. Non, mais... Est-ce que tu sais comment Amalek faisait la guerre aux Juifs dans les 40 ans dans le désert, quand ils ont rencontré la génération du désert? Les traînards qu'ils ont réussi à attraper, c'est pas un siman, le nœud. Barminan, après les avoir tués, après avoir tué un soldat juif, il prenait son brit, il le coupait. Il coupait le membre du soldat. Il le lançait vers le ciel en défi. Il disait, celui-là Hachem, on l'a eu. C'est pour ça que tu peux pas les récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, malgré Imkolze, Itzlachtem harve vegam asitem peri. Rabbi Nathan dit à son fils, même si vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vous étiez fixé. Si enchem zochim liot karaoui les filles asichot akdoshot, tu étudies un écouté Moran et tu te dis, waouh, c'est tellement loin de moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Tu entends une halakha, l'importance de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Et tu regardes tes tefilines de Rashi, tu dis waouh. Déjà que j'espère que mes Rashi elles sont cachères, j'espère que je les ai mises correctement, j'espère que je pense à ce qu'il faut penser quand on met les Rashi, et que je pense pas à ce qu'il ne faut pas penser quand on met les tefilines de Rashi. Ça veut pas dire qu'il faut se déprimer et ne pas mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. Vas-y, mets-les. Emprunte-les si t'en as pas. Parce que quoi qu'il arrive, asitem peri, vous avez vos efforts ont porté des fruits, dit Rabbi Nathan à son fils. Tu lis un passage de Torah et tu te dis, je suis pas à la hauteur de l'accomplir. C'est pas grave. Alors comment il va venir le mec? Celui qui s'arrête à ça, je suis pas à la hauteur de l'accomplir, j'arrête d'étudier ce livre. C'est comme s'il est en guerre contre Amalek et Amalek l'a vaincu. Il n'a pas fait, son travail n'a pas porté de fruits. Barminan. Rabbi Nathan, il dit à son fils, ton travail a porté des fruits, même si tu penses que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu étudies. On ne te dit pas qu'il faut étudier les Kitvé Arizal alors que tu fais pas une page de Gemara par jour. Non. Fais ta page de Gemara par jour. Fais 3 Mishnayot avec Barthénora quand tu peux. Essaye de faire Chumash Rashi chaque semaine. Mais si quand tu lis une halakha, tu te dis j'arrive pas à l'accomplir, c'est pas grave. Potasse-la, révise-la. Essaye d'étudier les sources dans cette halakha. Essaye de faire comme le Chafetz Chaim il a fait Shmirat HaLashon, du moussard pour te renforcer, à t'encourager à respecter la halakha de Shmirat HaLashon que tu connais déjà. Et quand tu lis le moussard du Chafetz Chaim, ça te donne des ailes pour le respecter. Et là, tu te renforces dans la Emouna, tu lis Parashat Zachor, tu te renforces dans la Emouna que même si tu penses ne pas être concrètement dans les faits au niveau de ce que tu étudies, ton envie de respecter la Torah que tu étudies, elle donne des fruits. Et là, tu as vaincu Amalek. Et tu vas te relever demain et tu vas lui remettre une tarte. Parce que le combat ne s'arrête jamais. Parce que Amalek, Réchit Goïm, il est aussi appelé Réchit comme le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il est en dehors du temps. On aura toujours un Amalek contre qui se battre.
C'est pour ça que c'est une mitzvah de la Torah. L'endroit, c'est pas un siman. C'est pas une mitzvah temporelle. Enfin, S'ils sont dans un endroit caché. Banaï, Achai vechaverai. Là, il lance un appel à Rabbi Nathan. Ashrechem! Soyez heureux. Heureux de quoi? Bifrat ata, atem yecholim leavin ktsat ma'alat hanecheshak. On va faire une aparté un peu grossière juste pour se réveiller parce que là, il est tard. Pourquoi tu laisses là? Tu as vu un petit peu les affaires sur les dossiers Epstein? J'ai rien compris en fait. T'as rien compris, c'est tant mieux. Je sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'il y a un tapage autour de l'affaire Epstein? Ouais, Il y a un tapage. T'es juif. Donc- Lui, il était juif. Baruch Hashem, il était juif. Certainement, il a fait un petit coup dans ce monde qui nous échappe complètement. Alors, tu peux dire, voilà. Je comprends pas cette voix. Je sais pas de quoi on parle. Je sais pas suivi tout. La question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose d'important dans les dossiers Epstein? Certainement, il y a quelque chose d'important. Sinon, il ne ferait pas un tapage autant. Mais, la question c'est, est-ce qu'il faut prêter attention à toute la marloquette ou est-ce qu'il y a du émet au fond? Bien sûr, il ne faut pas prêter attention à la marloquette. C'est pas ça l'histoire. Quand tu entends deux rabbinim qui sont en marloquette, comme il y a quelques dizaines d'années, le Rabbi Lubavitch et Rav Shach, qui étaient en marloquette, le Rav Shach, il est parti en marloquette contre le Rabbi Lubavitch, sur un sujet qui nous dépasse. On n'est pas des montagnes, on est des cailloux. Eh bien, nous, on n'a pas à se mettre la tête entre ces deux montagnes. Alors, il y a du émet. Et le émet, c'est quoi? C'est que tu dois avoir un rave et tu t'y colles, c'est tout. C'est ça le émet. Mais toute la mousse qu'il y a autour, c'est du chametz pour aborder un sujet un peu en avance. Dit Rabbi Nathan, Mon Rabbi, Yecholim leavin ktsat. Quand tu vois un tapage, une marloquette, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose de précieux. La marloquette, elle te renseigne sur la valeur de Gdulat Ma'alat Hanecheshak, la valeur de l'objet qui est demandé, qui est visé par ici les médias. Alors, je ne prétends pas te donner le fond des dossiers Epstein ce soir, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste un exemple d'une marloquette. ouais. Alors, ça te donne un exemple, parce qu'à l'époque, en 1840, on a dit, il y avait encore du grabuge autour de Rabbi Nathan et ses élèves. Et donc il dit, Rabbi Nathan, regardez mes élèves. Il dit ça à son fils, comme si son fils avait besoin de chizouk. Nous, on en a encore plus besoin. Regarde, Godel Ribouy Amniot, regarde combien il y a d'obstacles pour diffuser Rabbi Nachman. Alors ça te renseignera sur la valeur des enseignements de Rabbi Nachman. Gerason, chez Niske, de voir combien d'efforts Amalek, sous toutes ses formes médias, étatiques, militaires, Mais on pourrait dire l'inverse. etc., On pourrait dire l'inverse. Quand tu as une forte Ça- opposition à. Regarde. un enseignement de Torah, ça te montre que cet enseignement de Torah, il est précieux.